Voilà, salut. Aujourd'hui, nous allons vous faire un tutoriel pour vous montrer comment faire de la régression logistique multinomiale et quelles sont les différentes applications de cette méthode. Et par la suite, nous allons vous montrer de façon pratique comment on peut implémenter une régression logistique multinomiale sous le logiciel SPSS. Voilà, donc nous allons dans un premier temps vous présenter les aspects théoriques et par la suite nous allons nous diriger vers notre logiciel SPSS et après quoi nous allons vous montrer comment on peut implémenter ce que nous aurions vu pour ce qui est des aspects théoriques. Nous allons d'abord vous présenter les différentes, le principe de fonctionnement des méthodes régressives. On a une variable à expliquer qui peut être quantitative ou qualitative de façon globale. Dans le cas des variables quantitatives, on a une régression multiple. Parmi ces différentes régressions multiples, on a la régression logistique, la segmentation, l'analyse factorielle, l'analyse discriminante. Et bon, au niveau des variables explicatives qui peuvent être qualitatives, l'analyse, on peut avoir, pour ce qui est de l'analyse qualitative, l'analyse de la variance, pour ce qui est des variables qualitatives, on a la régression logistique, la segmentation, l'analyse factorielle discriminante. Et puis on a également les cas de mélange de modèles linéaires général. On a les régressions logistiques, la segmentation et l'analyse discriminante. Dans le cas présent, nous allons nous limiter tout simplement à la régression logistique multinomiale. Mais toutefois, il convient de faire un petit rappel sur la régression logistique simple. Une toute petit rappel. Tout d'abord, nous rappelons ici que la loi de probabilité de la réponse dans la famille exponentielle correspond au modèle linéaire généralisé. On peut également avoir les réseaux de neurones dans l'optimisation de la prévision pour les modèles non linéaires. Alors, pour ce qui est de la régression logistique binaire, à titre de rappel, on a une variable explicative qui est binaire. On a un certain nombre de variables explicatives et numériques. Et donc, lorsqu'on a une seule variable, on a la régression, on parle de régression logistique simple. Et lorsqu'on a plus d'une variable explicative, on se situe dans le cas d'un modèle logistique multiple. Alors, pour ce qui est de la régression logistique simple, on a une variable dépendante qui a deux modalités, où 0 et 1, on a une variable indépendante x. L'objectif, c'est de modéliser la probabilité que notre variable dépendante prenne la valeur 1, sachant notre variable explicative. Et ce qui correspond, pour le cas d'une maladie, on modélise par exemple la probabilité pour un patient de tomber malade d'une maladie ou d'une pathologie donnée. Alors, le modèle linéaire consiste à estimer cette probabilité comme combinaison linéaire, comme combinaison affine de notre variable explicative, puisqu'il s'agit de, dans ce cas présent, on a une seule variable explicative. Donc, cette façon de faire n'est pas appropriée dans la mesure où une probabilité, une grandeur qui est entre 0 et 1. Et donc, on peut avoir des estimations si on le fait comme ça, en usant un modèle linéaire classique. Il peut arriver qu'on ait des valeurs de probabilité négatives ou alors des valeurs de probabilité qui vont au-delà de 1. Et donc, l'utilisation de modèles linéaires n'est donc pas appropriée dans ce cas. Et donc, il faut définir une fonction qui permet de définir une loi de probabilité
Et cette fonction-là, c'est la fonction logistique qui est plus naturelle pour pouvoir modéliser les probabilités. Et donc, bon, comme exemple de données, on peut avoir l'âge et les problèmes de cœur, les maladies du cœur. On ferait par exemple modéliser la probabilité d'être malade et en fonction de l'âge ou d'autres paramètres. Voilà, on peut également représenter un graphique sur lequel on a les différents individus, donc 0 pour non malade et 1 pour malade. Vous voyez que les patients qui sont malades sont représentés en haut de notre graphique. Les patients n'étant pas malades sont représentés en bas. Et bon, cela peut permettre de voir la proportion de personnes malades ou pas dans notre échantillon. Et donc, pour ce qui est de la description des données par classe d'âge, on peut également dichotomiser notre variable âge en regroupant par classe d'âge pour pouvoir voir peut-être si, étant dans une classe d'âge donnée, on est plus prédisposé à développer la pathologie. Mais on n'en est pas encore là. Juste une petite brèche qu'on ouvre là. Et donc, la fonction logistique est définie comme nous vous l'avions montré dans le cadre de la question logistique binaire. Notre fonction logistique s'est définie comme cette fonction-là, exponentielle de la combinaison affine de notre variable explicative sur 1 plus la même grandeur. Et donc, à partir de ça, on peut définir notre fonction logistique log de notre probabilité sur 1 moins le logarithme de notre probabilité qui nous donne en fait notre modèle linéaire. Vous voyez que notre quantité est une quantité qui peut prendre à la fois des valeurs positives et négatives et donc la modélisation linéaire peut être appropriée. Vous voyez comment on utilise la fonction logistique pour pouvoir transformer notre probabilité qui est bien définie ainsi. Et donc, on utilise cette fonction qu'on appelle la fonction logistique pour transformer notre logarithme pour avoir notre probabilité pour avoir une fonction linéaire appropriée. Voilà, donc on a une fonction de lien qui est la fonction logite, qui est définie comme nous l'avons indiqué plus haut. Pardon. La fonction, on peut également utiliser la fonction normite ou probit si vous voulez, qui n'est rien d'autre que la fonction réciproque de la densité de la loi normale et puis d'autres fonctions complémentaires comme la fonction log-log qui permet de transformer la probabilité que nous avons définie plus haut en fonction de la fonction exponentielle. Donc, comment est-ce qu'on procède dans l'estimation des paramètres? On a notre probabilité, notre modèle de probabilité qui est défini à partir d'une loi binomiale définie à partir de la fonction exponentielle. Donc, on calcule tout simplement notre vraisemblance qui est la probabilité d'observer notre échantillon qui se calcule tel que vous pouvez l'observer sur le slide, sur votre écran. Et donc, on détermine la log vraisemblance qui est le logarithme de notre la vraisemblance de notre échantillon. Et
Donc, on maximise tout simplement notre vraisemblance en utilisant la matrice hessienne, la matrice de variance covariance et puis la matrice hessienne. Et à partir de là, on a nos coefficients alpha 0, bêta 0 qui maximisent notre fonction de vraisemblance. Et donc, ces bêta 0 nous permettent d'estimer un cas pratique. On veut, par exemple, estimer la probabilité de survenance d'une maladie cardiaque en fonction de l'âge, tout simplement. L'âge ici comme variable quantitative, on voit bien que dans notre modèle, l'âge est significatif et on a nos coefficients bêta 0 qui est de 0,11 et puis notre coefficient bêta 1 qui est de moins 5,309, ce qui signifie tout simplement que notre bêta 1 est positif, ce qui signifie que plus l'âge augmente, plus la probabilité d'avoir les maladies, cette maladie cardiaque-là augmente également. C'est l'interprétation qu'on peut donner de ce modèle linéaire. On peut également tester la nullité du coefficient bêta 1 en utilisant le test de Ward. Et donc, pour notre modèle, on voit que notre coefficient est significativement différent de 0. Rejet de l'hypothèse nulle de nullité des coefficients. Voilà. Et donc, on peut avoir également une estimation de notre matrice de variance, covariance entre nos deux variables. On peut également vous montrer également le principe du test de Ward qui teste la nullité des coefficients contre l'hypothèse alternative et la statistique utilisée. Celle de Ward, c'est tout simplement le ratio entre le carré de bêta chapeau 1 et sa variance. Et donc, la statistique de Ward suit une loi de Ki à 1 degré de liberté. Et donc, on rejette l'hypothèse nulle si la statistique de Ward est supérieure à la valeur de la statistique de Q2 et Ki2 au seuil de niveau 1 moins le seuil alpha. Donc, à partir de cela, on peut prendre la décision de significativité de notre coefficient bêta 1. Et donc, on a également d'autres statistiques qu'on peut utiliser pour pouvoir tester la significativité de notre coefficient bêta 0. On peut également estimer l'intervalle de confiance pour notre probabilité pi du niveau 95%. Et donc, pouvoir se situer dans lorsque 0 se trouve dans notre intervalle de confiance, on peut conclure à la nullité de notre coefficient bêta 1. Voilà, donc voilà un exemple où pour notre échantillon de 30, on a l'âge en fonction de la probabilité de survenance de la maladie estimée. On a l'intervalle inférieur et l'intervalle supérieur. Voilà, donc à partir de là, on peut avoir une appréciation de l'intervalle de confiance de la probabilité, notre probabilité de tomber malade. Voilà. Donc, on peut également avoir une représentation de notre intervalle de confiance. Donc, nous pouvons également tester les proportions observées et les proportions théoriques à partir de pouvoir comparer les différentes proportions.
Voilà. Donc, on peut également regarder la qualité de la modélisation en usant les R carrés de Cox-Snell, les stylos R carrés de McFadden et puis R ajusté de Nagelkirk. Donc, plus le R carré est élevé, plus on va avoir un modèle de meilleure qualité. Mais il faut toutefois noter que pour ce qui est de des variables qualitatives, de la modélisation, de la régression logistique, les R carrés sont en général très faibles. Donc, ne soyez pas surpris de trouver des R carrés proches de ou inférieurs à 30-40%. Donc, l'objectif était de regarder la sensibilité, la capacité à diagnostiquer la maladie parmi les malades, parmi les malades, parmi les patients, et puis la spécificité qui est la capacité à reconnaître les non-malades parmi les malades, dans notre échantillon, et puis la spécificité qui est le risque de diagnostiquer un malade chez les non-malades. Donc, il faut donc trouver un compromis acceptable entre forte sensibilité et forte spécificité. Pour ce qui est de la qualité de notre modèle, on peut également regarder la normalité des résidus, de nos résidus, et puis pouvoir les comparer en valeur absolue. Donc, d'autres statistiques qui peuvent permettre de faire l'analyse des résidus peuvent être la déviance, les résidus de la déviance, l'influence de chaque observation sur la déviance. Voilà. Donc, passons à notre vif du sujet, qui est tout simplement la régression logistique multinomiale, dont l'objectif est de modéliser la probabilité d'apparition d'un individu, d'appartenance d'un individu à une catégorie lorsqu'on en a K, avec K strictement supérieur à 2. Donc, lorsqu'on a plus de 2 modalités pour une variable, on opte pour une régression logistique multinomiale. Et donc, comme tout à l'heure, dans le cas de la régression logistique simple, l'objectif est de modéliser la probabilité que notre variable prenne la km modalité, sachant les variables, nos variables explicatives. Et donc, la somme des probabilités de réalisation de chaque modalité est égale à 1. Et la vraisemblance se calcule comme étant le produit des probabilités de réalisation de chaque modalité à la puissance le nombre de réalisations de la modalité. Et donc, notre variable YK prend la valeur 1 si la réalisation de notre variable est YK et les autres valeurs. Donc, la stratégie de modélisation ici consiste à modéliser K-1 rapport de probabilité, c'est-à-dire prendre une modalité comme référence. Prendre une modalité comme référence. En général, c'est la dernière modalité qu'on prend comme référence et on exprime K-1 logique par rapport à cette référence. On peut prendre pour exemple les non-malades à opposer aux différentes catégories, par exemple. Donc, la dernière probabilité, l'appartenance à la km catégorie est réduite des autres. Donc, est déduite autant pour moi les autres. Donc, la probabilité de la km modalité, c'est 1 moins la somme des autres probabilités de réalisation des autres modalités autres que la dernière.
Donc, pour pouvoir réécrire notre logique, réécrivant notre logique, on obtient la probabilité d'appartenance à la km équation qui n'est rien d'autre que le rapport entre la probabilité d'appartenance à la km, la probabilité que notre variable dépendante prenne la km modalité sur la probabilité que notre variable explicative prenne la dernière modalité. Voilà, et donc on exprime ce logique comme combinaison linéaire en s'inspirant de la régression logique simple, comme combinaison linéaire de nos variables explicatives. Et donc on peut en déduire la probabilité qui s'écrit sous la forme de tout à l'heure, comme l'exponentielle de notre logique plus sur 1 plus la somme des exponentielles de nos différents logiques. Vous voyez bien que ça définit bien une loi de probabilité et on peut en déduire la probabilité de la dernière modalité qui n'est rien d'autre que 1 moins la somme des probabilités des autres modalités autres que la dernière. On peut bien vérifier que la somme de toutes les probabilités donne bel et bien 1. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on procède dans l'estimation de nos différents paramètres? Dans l'estimation des différents paramètres, on calcule la log vraisemblance comme tout à l'heure. Et vous avez remarqué ici que la log vraisemblance est une fonction qui a n k-1 fois j plus un paramètre à estimer. Et donc, pour maximiser cette log vraisemblance, on peut jouer l'algorithme de Newton-Raphson qui est basé sur le gradient de notre fonction de la log vraisemblance qui permet d'obtenir la matrice hessienne. Et donc, notre matrice hessienne permet de trouver nos différents paramètres qui permettent de maximiser notre log vraisemblance et par conséquent de trouver les coefficients qui font que notre modèle, nos variables expliquent au mieux notre variable explicative multinomiale. Et donc, nous allons prendre un exemple, le choix d'une marque qui peut être une fonction du sexe et puis nous allons prendre comme variable, comme modalité dominante le sexe féminin et puis l'âge. Donc on a un échantillon de 735 observations du choix d'une marque en fonction qu'on veut exprimer en fonction du sexe et puis de l'âge. Et il faut ici rappeler que la marque les personnes peuvent choisir la marque soit en fonction du prix, soit en fonction de l'enseigne ou alors de la référence sur le marché. Et donc le prix, par rapport, nous allons estimer nos trois modèles. Notre premier modèle sera prix par rapport à la référence sur le marché, qui est le prix, c'est notre première modalité. Notre logique en faisant le maximum de vraisemblance permet d'estimer cette équation qui nous permet de tirer la conclusion que les femmes ont moins tendance, puisque le coefficient du sexe est négatif et celui de l'âge également, nous pouvons conclure que les femmes ont moins tendance à faire confiance à la marque de petit prix par rapport à la référence. Pareil pour l'âge, plus l'âge augmente, puisque l'âge est une variable quantitative, l'interprétation qu'on tire là est que plus l'âge augmente, moins les personnes, la personne fait le choix de la marque de plus petit prix. Donc, plus l'âge augmente, moins les personnes, la personne fait le choix de la marque petit prix par rapport à la référence. Toujours par rapport à la référence, on peut regarder notre deuxième modalité qui est l'enseigne par rapport à la référence. L'estimation donne un coefficient du sexe positif et celui de l'âge négatif également.
Conclusion, les femmes ont plus tendance à faire confiance aux marques par rapport à l'enseigne que par rapport à la référence. Bon, les femmes ont un faible pour l'enseigne par rapport à la référence sur le marché, du marché. Tandis que plus l'âge augmente, plus on a tendance à moins des personnes, les personnes font des choix de l'enseigne par rapport au prix de référence. Donc, on a un classement. Ces deux différentes équations permettent d'estimer le logit pour si le sexe est égal à 1, féminin, et puis l'âge de 35 ans, on peut estimer les logis de nos deux différentes équations et par ricochet les probabilités d'appartenance à chacune des classes, la probabilité d'appartenance le ratio des probabilités entre la classe petit prix et la référence est de 0,08. Celle de la classe, la probabilité de choix de l'enseigne est de 0,43, tandis que la référence est de 0,49. Donc, les personnes feront plus volontiers le choix de la marque 3, de la marque 3, c'est-à-dire la marque de référence du marché. Donc, les personnes tiennent beaucoup plus compte de la référence sur le marché par rapport au prix ou au bas prix ou à l'enseigne. Donc, voilà ce qu'il en est de l'estimation de notre exemple de cas pratique. Et donc, nos différentes logiques peuvent permettre de comparer un groupe à un autre. En calculant ce logique-là, on peut confronter petit prix et enseigne. Et donc, d'après notre estimation de petit prix et enseigne, on a l'équation tant petit prix et référence que l'enseigne et référence, on peut avoir nos différentes équations qui sont là. Et le petit prix par rapport à l'enseigne nous permettent de voir au regard de la négativité du coefficient du sexe féminin et de l'âge que les femmes ont moins tendance à faire confiance aux marques du petit prix par rapport à l'enseigne également. On peut également conclure ici que plus l'âge augmente, moins la personne fait le choix de la marque du petit prix par rapport à l'enseigne. Tout à l'heure, on a fait la comparaison par rapport à la référence. Cette fois-ci, on refait la comparaison par rapport à l'enseigne en utilisant tout simplement nos différents logiques. Donc, on peut également regarder la significativité des paramètres. Donc, au-delà des pseudo-R carré, la matrice de confusion, les tests du rapport de vraisemblance. Alors, le principe est toujours le même, celui de comparer le modèle avec le modèle trivial, composé d'une seule constante. Et donc, la statistique de test est donnée par moins 2 fois le logarithme de la vraisemblance sous l'hypothèse nulle sur la vraisemblance du modèle. Et donc, cette statistique-là suit une loi du qui de J fois K-1 degré de liberté. Et donc, dans notre cas présent, notre statistique prend des valeurs qui permettent d'avoir une p-value inférieure à 0,001 et donc les variables prédictives amènent significativement de l'information
dans l'explication de la variable prise par la variable dépendante. Donc, voilà. Donc, on peut également faire une évaluation individuelle des coefficients de chaque logite en voyant si en testant l'hypothèse nulle, de nullité de chaque coefficient contre l'alternative en utilisant tout simplement la statistique de Wall qui suit également une loi de Key-2 qui peuvent permettre de regarder la significativité de chaque coefficient. Donc, on peut regarder nos différents modèles avec comme référence petit prix et comme référence enseigne. On peut également voir que le coefficient du sexe féminin est statistiquement significatif tout autant que celui de l'âge. Par contre, dans le modèle dans lequel on prend l'enseigne comme valeur, comme deuxième modalité, on voit que ici le coefficient de sexe féminin n'est pas significatif, tandis que celui de l'âge est significatif pris de façon individuelle. On peut également évaluer la significativité globale de l'ensemble du logite voilà, en utilisant la statistique de Wall qui suit une loi de Key-2 à K-1 degré de liberté. Et donc, à partir de cela, on peut regarder la significativité globale de notre modèle. Donc, en termes d'interprétation, on peut regarder les odds ratios marquent voilà, en fonction du sexe, par exemple. On peut, lorsque les odds ratios sont supérieurs à 1, la variable le risque d'appartenir à de survenance de la modalité concernée augmente en fonction de voilà. Donc je vais me répéter, je vais y revenir. L'interprétation des odds ratios se fait de la façon suivante. Lorsque on a un odds ratio supérieur inférieur à 1, cela signifie que la variable explicative correspondante est un facteur protecteur. Autrement dit, l'augmentation de la variable, l'augmentation de la fréquence de la variable explicative diminue le risque de survenance de la modalité correspondant à la variable explicative. A contrario, lorsque l'odds ratio est supérieur à 1, on dit que le facteur est un facteur à risque dans la mesure où plus le nombre plus la modalité de la variable explicative correspondante augmente, plus en fréquence, plus la probabilité de survenance de la variable explicative correspondante augmente également. Donc, à titre d'interprétation pour les variables nominales, l'interprétation en termes de surcroît de risque, odds ratio reste valable. Mais par rapport à la modalité de référence, si nous prenons l'exemple des femmes à 0,68 qui ont 0,68 fois plus de chances qu'un homme de préférer la marque petit prix à la marque de référence, comme nous l'avons vu dans nos modèles précédents. Pour les autres types de variables nominales à deux catégories, ordinales et continues, les interprétations vues par la question binaire restent valables, mais toujours par rapport à la modalité de référence. Donc, à titre de remarque,
l'exponentielle des constantes des régressions des régressions de la régression s'interprète comme les autres ratios. Comme exemple, pour la modalité petit prix, on a l'exponentielle qui est de 1,7, c'est-à-dire chez les hommes, on a 1,17 fois plus de chances de choisir la marque petit prix que la marque de référence. Voilà, après avoir donc planté le décor sur les aspects purement théoriques de la régression logistique multinomiale, nous allons maintenant procéder à l'implémentation de cette méthode dans le logiciel SPSS. Et donc là, nous disposons d'une base de données sur une base de données qui porte sur une enquête de satisfaction auprès des clients d'une entreprise. Nous avons un certain nombre d'informations dans notre base de données concernant le sexe. On a les catégories d'âge, 18-24, 24-34, les classes 35-49 et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Voilà, il y a également un certain nombre d'informations sur la régularité du paiement. Est-ce que quel était l'avis? Est-ce que le client a acheté ou pas le produit? Quel était son mode de paiement? Est-ce que c'était l'espèce? Est-ce que c'était le chèque? Est-ce que c'était la carte de crédit? Est-ce que c'était une carte bancaire? Voilà. Donc, nous allons implémenter un modèle de régression logistique polytomique pour pouvoir mettre en exergue tout ce que nous venons de voir dans la phase théorique de l'analyse de la régression logistique multinomiale. Alors, donc, le modèle que nous allons mettre en place ici, c'est un modèle pour expliquer pour savoir ce qui explique le mode de paiement utilisé. Nous avons précisé tout à l'heure que parmi les modes de paiement, on a le paiement en espèces, le chèque, la carte bancaire, la carte de crédit, la carte de débit et la carte de crédit. Ces différents modes de paiement là, nous allons voir les différents déterminants. Nous allons mettre dans notre modèle logistique comme variable explicative le prix en fait, l'appréhension que le client a du prix. Voilà. Est-ce que voilà, au-delà du prix, il y a également l'âge que nous allons mettre comme variable explicative. Est-ce que le fait d'être dans la tranche d'âge 18 à 24 ou alors d'être dans 24, 25, 34 peut prédisposer à utiliser un mode de paiement, à privilégier un mode de paiement plutôt qu'un autre? Nous allons le voir tout de suite. Alors, pour ce qui est du paiement, là non. Pour ce qui est du prix, voilà, on a l'appréhension des clients sur le prix. Il y en a qui pensent que le prix est très négatif, plutôt négatif, neutre, plutôt positif et puis ou alors très positif pour eux dans leur satisfaction. Alors, pour estimer notre modèle de régression logistique multinomiale qui permettra d'expliquer le choix d'un mode de paiement par rapport aux autres en utilisant nos variables explicatives que nous avons citées, à savoir le prix et l'âge. Nous allons aller dans l'onglet analyse, régression. On a plusieurs options. Logistique binaire, ça c'est pour ce qui est de la régression logistique binaire. Nous en avons fait des tutoriels, mais dans ce cas présent, nous avons choisi l'option logistique multinomiale. Alors, logistique multinomiale, voilà.
En principe, voilà, je vais retirer mes variables de la boîte de dialogue puisque j'avais estimé un modèle avant de commencer ce tutoriel. Donc, il y a une voie de dialogue qui va donc se présenter à vous où il faudra mettre la variable dépendante. Notre variable dépendante, c'est le mode de paiement. Voilà, on va expliquer le mode de paiement. Est-ce que notre client a payé en espèces, en chèque, utilisant une carte bancaire, une carte de débit ou alors une carte de crédit? Nous allons pouvoir expliquer ce qui peut être à l'origine. Et comme variable explicative, nous allons d'abord insérer, nous allons mettre le genre, le sexe. Nous allons ajouter le sexe contrairement à ce que nous avons annoncé plus haut. Nous allons y mettre le sexe, nous allons mettre le prix, price, nous allons mettre le prix, nous allons mettre également une tranche d'âge, âge catégorie. Voilà, donc voilà, nous pouvons regarder un certain nombre de statistiques sur le modèle. Est-ce qu'il faut calculer le pseudo R carré, récapitulatif? Nous pouvons cocher les options, l'intervalle de confiance à 95% par défaut. Est-ce que nous pouvons modifier? Voilà, nous allons tout simplement poursuivre. Nous pouvons regarder les différentes options. Est-ce qu'il faut regarder les probabilités d'entrée à partir de 5%, probabilité de suspension 10%. Voilà, ce sont des valeurs par défaut qui sont des valeurs que nous allons tout simplement maintenir. Alors, nous allons tout simplement appuyer sur OK. Voilà, nous allons aller droit dans notre tableau de résultats. Nous voyons que par rapport au mode, bon, ce sont les équations de notre modèle. Nous voyons que pour ce qui est de la première modalité de notre variable mode de paiement qui est espèce, rappelez-vous que pour ce qui est de la régression logistique multinomiale, on fait des comparaisons de chaque modalité par rapport à la modalité par rapport à la dernière modalité. Nous les avons numérotées pour ce qui est de la variable dépendante qui est le mode de paiement. Il y a l'espèce qui prend la valeur 1 comme modalité. Il y a le chèque qui prend la valeur 2 et ainsi de suite, la carte de crédit. Donc, nous allons comparer toutes nos modalités par rapport à la carte de crédit qui est notre dernière modalité dans l'ordonnancement que nous avons choisi. Donc, nous allons, pour ce qui est de l'espèce, par exemple, on peut regarder que la constante n'est pas significative, le genre non plus, masculin, voilà, qui est le genre de référence qui a été choisi. Par contre, on peut remarquer ici que le prix est significatif à 5%, notamment à travers sa troisième modalité. La troisième modalité du prix, c'est neutre. Donc, ceux qui ont un prix neutre ont plus tendance à utiliser l'espèce par rapport à la carte de crédit. Par rapport à la carte de crédit pour régler, il faut également remarquer que l'autre ratio est supérieur à 1, ce qui signifie tout simplement que plus on a une certaine neutralité par rapport au prix, une certaine neutralité par rapport au prix, plus on a tendance à privilégier l'espèce par rapport à la carte de crédit qui est la dernière modalité. Voilà, si nous regardons le chèque comme mode de paiement, qui est notre deuxième modalité que nous allons comparer par rapport à la dernière modalité qui est la carte de crédit, nous remarquons que le prix, ceux qui pensent que le prix
est très négatif, influence significativement sur le choix du mode de paiement et également la modalité carte du prix qui n'est rien d'autre que prix très positif. Donc, prix très négatif et très positif sont les deux modalités qui influencent significativement à 5% près le choix du mode de paiement. Mieux encore, les autres ratios sont supérieurs à 1, ce qui signifie que plus le prix est supérieur, plus on pense que le prix est très négatif, plus on a tendance à privilégier le chèque par rapport à la carte de crédit. Le chèque par rapport à la carte de crédit, il en est de même de ceux qui pensent que le prix est très plutôt positif. Donc, ils ont tendance à privilégier le chèque par rapport à la carte de crédit. Bon, pour ce qui est de ceux qui utilisent la carte bancaire, les modalités susceptibles qui influencent significativement, aucune modalité n'influence significativement sur l'utilisation de la carte bancaire, que ce soit le genre, que ce soit le prix ou alors la catégorie, la tranche d'âge. Aucune des modalités des variables n'influence significativement. Mais toutefois, si on va à 10% près, on peut voir la significativité du prix, de ceux qui pensent que le prix est très négatif. Également, ceux qui pensent que le prix est ceux qui sont neutres. Voilà, si on prend un seuil de significativité de 10%. Voilà, passons à la modalité carte de débit. Pour ce qui est de la carte de débit, les modalités significatives sont le prix plutôt négatif avec un ratio supérieur à 1, ça veut dire que ceux qui pensent que le prix est plutôt négatif ont une plus tendance à privilégier la carte de crédit par rapport carte de débit par rapport à la carte de crédit. Il en est de même de ceux qui sont neutres par rapport au prix. Également pour ceux qui sont qui pensent que le prix est plutôt positif. Voilà. Donc, pour ce qui est des autres agrégats, comme les tranches d'âge, ceux qui sont dans la tranche d'âge de modalité de la tranche d'âge de 25 à 24, c'est ça qui est la deuxième modalité de la tranche d'âge, influence significativement, mais ont moins tendance, un autre ratio qui est inférieur à 1, ce qui signifie que ceux qui ont utilisé une carte de débit, le fait d'appartenir, plus on est dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans, moins on a tendance à utiliser une carte de débit par rapport à une carte de crédit. Également, on peut faire la même analyse pour ceux qui sont dans les tranches d'âge de 35 à 49 et puis de 50 à 64 ans. Donc, on peut faire une analyse pour ceux qui sont de façon générale dans les tranches d'âge de 25 ans et plus. Voilà, donc voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.